c'était exclu de comme tu appelles ça, le trou, là. Si tu pouvais me décrire un petit peu le trou, ça ressemble à quoi, vite, vite? Une pièce pas de fenêtre. Une porte avec une petit fenêtre que tu vois là juste une mur en ciment en face. Okay. La lumière? Oui, la lumière, une petite caméra qui pouvait me surveiller. Oh, okay. Il y avait une chaudière vide qui était allumée aux toilettes parce qu'on n'avait même pas de doigt de toilette dans le trou. On n'avait pas de doigt d'avoir la nourriture chaude. On n'avait pas de doigt de café. J'imagine pas d'ustensiles? Non. OK. Non, ils nous donnaient des sandwichs, puis c'était juste ça qu'on avait. Okay. T'as passé combien de temps dans le trou? J'ai comme perdu compte, je voyais pas le jour, j'en vois pas l'heure. J'ai dormi beaucoup, j'ai piqué des crises, jusqu'à temps que j'ai fessé les murs, j'ai cogné ma tête contre les murs, j'essayais quand même de me faire mal, mais ça donnait rien. Puis une année, ils ont décidé de me transférer à un hôpital psychiatrique. Durant le transfert, j'avais même passé mes manettes au travail d'une lumière, sauté une breaker, puis flyer à l'autre bout de la pièce. J'étais désespéré, je voulais juste mourir. Je criais à Dieu de me prendre, j'étais tanné. Et Dieu était pas prêt de me prendre. Et je pense que je commence tranquillement à comprendre aujourd'hui qu'il y avait quoi pour moi qui attendait, mais dans ce temps-là, je pensais que c'était juste parce qu'il voulait me laisser souffrir. Jusqu'à présent, tu as eu 2 tentatives de suicide. La première s'est passée lorsque tu as pris un rasoir bic, tu l'as écrasé à terre dans ta cellule. Tu as pris la lame, tu as coupé les tendons, les veines de ton avant-bras. Ensuite de ça, la deuxième fois, lorsqu'ils t'ont mis en prison, ils t'ont mis dans le trou qu'on appelle, tu nous as décrit qu'est-ce que c'était. Lorsqu'il y avait des marches, tu as décidé de te pitcher en bas tête première en espérant de mourir. Et là, il y a une autre fois où est-ce que tu as eu des pensées suicidaires et tu as passé à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Encore, c'était avec une bic. J'étais triste et déprimé. C'était dans une autre prison, cette fois ici. Et j'étais rendu encore déprimé. Moi, je cherchais à mourir. Je voulais juste que la souffrance finisse. J'ai commencé assis au travail de mon poignet jusqu'à temps que j'ai atteint les tendons. Quand tu dis une scie, c'est quoi exactement? Quel objet tu utilisais? Un rasoir. Encore, OK. Oui, je sciais Okay. parce que les tendons sont quand même assez durs à couper au travers. J'ai réussi à couper presque 3/4. Avant de lâcher prise parce que c'était très souffrante. Donc ça fait mal. Oui. Et je continuais aussi longtemps que j'étais possiblement capable. Okay. Un coup que j'avais fait ça, le médecin avait dit que c'était très dangereux, que mes tendons ils snappent, que je perdrais l'utilisation de mes doigts. Il avait dit que je serais obligé à porter un genre de plâtre. Parce que ça n'a pas marché, là. On le sait d'ailleurs, tu es encore vivant. Là. Donc, c'est quoi, les gardes t'ont ramassé? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils t'ont vu dans cet état-là? Ouais, c'était un peu similaire à la première fois. Les autres, ils m'ont pris par force. Cette fois ici, j'avais encore mon conscience. Puis j'avais pas pété une veine principale, fait que ça saignait, mais beaucoup moins pire. Le dommage était vraiment fait à mes tendons. Là, ils voulaient, je porte une genre de bracelet qui supporterait mon poignet pour pas que ça racule trop. OK, donc, parce que les tendons sont coupés, puis on sait qu'un des rôles des tendons, c'est que lorsque tu mets ta main à 90 degrés comme ça, ben les tendons sont étirés. Mais dans ton cas, j'imagine, vu qu'ils ont été endommagés, c'est que là, tu peux plus avoir la même flexibilité qu'une personne normale. Là. Exact. OK. Fait que là, moi, trop orgueilleux pour porter ça, je vais trouver une autre solution. Je m'ai fait faire des bracelets spéciaux. Oui, des bracelets en cuir. On a l'air d'être assez épais en plus. Oui, ils sont faits en double d'épaisseur et sont très solides. Et comment que je les sers, c'est que quand j'ai besoin de lever de quoi pesant ou quoi de même, je les tourne et ça empêche mon main de reculer plus que ça. Okay. L'autre main, c'est une grosse différence. Il arrive quoi, si mettons, on ferait une pression sur ta main, est-ce que tu ressentirais une douleur ou ce serait quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça pourrait faire un résultat ultime que je perdrais l'utilisation de mes doigts total. Okay. Déjà, j'ai une partie de ma main très engourdie. Qui va être de même, je pose pour le restant de ma vie. Okay. Est-ce qu'il y a des parties de ta main que tu sens plus, à part le fait que tu ne peux plus avoir la même flexibilité? Tout le côté ici de ma main. Le petit doigt, là? Le petit doigt jusque le poignet est comme morte ou endormi. Okay. Ça devient, c'est comme quand on est assis sur une main ou quoi de même, puis ça devient picoté. Oui. Mais c'est comme ça toujours. OK. Ça, c'est pour le bras gauche. Maintenant, tu as aussi un bracelet pour ton bras droit. Est-ce que c'est le même événement pour celui-là? Non, c'était un autre événement où que j'avais, comme tu vois, j'étais destructif envers moi-même.
J'avais piqué une genre de crise où que j'avais pris un crayon en l'encre et je m'ai poignardé direct dans le poignet. Ça causait une genre de faiblesse, non au tendon ou à rien, ça saignait gros, mais il y a quand même une faiblesse où que des fois là c'est un peu mal, tu sais, on dirait. Fait que je me dis que si le bracelet m'aidait tellement avec ce bras-là, Oui. qu'il y avait des possibilités que ça m'aide aussi. Je l'ai fait faire un peu moins épaisse, mais quand même je vois une différence, et ça m'aide. C'est vraiment pas pour apparence que je les porte, c'est vraiment pour l'utilisation. Certes, les gens qui t'écoutent parler présentement et qui se disent oh, hey, ça doit faire mal. J'imagine que la souffrance que tu avais à ce moment-là faisait encore plus mal que le mal physique que tu pouvais ressentir lorsque tu faisais ce geste-là, hein? Oui. OK. Je sentais ça. Vraiment, c'était vraiment pas un drôle moment de ma vie. Même quand j'ai sorti de prison, les tentatives de suicide n'ont pas arrêté. Une fois, j'avais essayé d'injecter de l'eau de javel. Et j'avais réussi à rentrer peut-être un cc ou deux sur 10 ou 15 que j'avais mis dedans. Et mon ami il voyait que ça chauffait, j'allais très doucement, ça brûlait. Et ça a même fait un ligne très très rouge. Ça voyait, puis mon ami était à côté de moi, puis il a knocké la seringue a flyé. Lui, il voulait pas que tu meurs, autrement Non, dit. il était un de les seuls qui était encore gentil avec moi. OK. Là, tu es dans une période, je veux m'enlever la vie. Il se passe quoi présentement? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu es encore ici, donc ça veut dire qu'il y a un espoir, il y a quelque chose qui est arrivé. Quel a été le moment tournant dans ta vie où est-ce que tout a changé? OK. Ben, le moment événement, je pense que moi je dirais où que ça a commencé à tourner pour le mieux, c'est j'ai été faire un meeting d'émotifs anonymes, Oui. EA. Et le sujet de la soirée, c'était quoi la vraie amitié? Oh. Tout le monde partageait qu'est-ce qu'il trouvait, c'était la vraie amitié. Et moi j'écoutais très attentivement, puis tranquillement, j'essayais de regarder, mais qui était mes amis en vraie vie? Et j'étais pas capable d'en trouver, sauf une fille à laquelle que j'avais déjà parlé plusieurs fois au téléphone, on s'avait rencontrés, et même si on se connaissait pas énormément, je me rendais compte de tout le monde que j'avais connu, c'est le seul qui me voyait, le petit gars qui a toujours Le un bon petit garçon. caché en dedans de moi. Elle Oui. voyait pas l'image, elle voyait Elle pas... jugeait pas non plus. Non, qui était très bizarre parce que elle était vraiment une autre classe de fille. Elle était une fille de cégep. Tu sais, elle avait une tête sur ses épaules, elle habillait bien, no drogue, no alcool, vraiment bien placée. Mais pourtant, elle m'écoutait. Elle arrêtait pas juste à l'image. Elle arrêtait plutôt à la gentillesse qu'elle voyait cachée en dedans. Et ça m'avait inspiré, elle a demandé en mariage. Wow, OK. On s'est mariés, je pense, 6 mois après avoir commencé à sortir ensemble. Oui. Pas longtemps après, elle a tombé enceinte, on a eu des enfants. Encore là, j'étais toujours attiré vers la ténèbre, Oui. si tu veux. Oui, le culte. Oui, le culte. J'étais pas le meilleur mari au monde. J'ai fait vivre à ma femme des affaires très difficiles. Je l'ai fait pleurer malheureusement. Est-ce que durant toute ta vie occulte, avec tout ce que tu as eu dans ta vie, as-tu eu un moment où, exemple, tu as été malade parce que, bon, tu as participé beaucoup activement à des piqûres pour la drogue, je sais pas, les relations sexuelles, peut-être pas protégées. Est-ce que tu as contracté des maladies ou tu as été protégé carrément de toutes choses? Au début, je sentais comme que j'avais été protégé de toutes choses. Okay. Et après une couple d'années avec ma femme, plusieurs années avec ma femme, une année, j'avais décidé de commencer à écrire un livre. Oui. Et c'est dans cette même époque que j'ai été diagnostiqué avec une hépatite grave. OK. Hépatite, OK. Oui. J'étais rendu jaune, je me malade tous les jours, tous les matins, les soirs, au point que j'étais hospitalisé parce que mon cœur avait la misère à suivre tellement que j'étais malade souvent. Souvent, je venais proche de partir. J'étais voir des spécialistes qui ont refusé de me traiter parce qu'ils disaient que j'étais pas assez fort pour survivre le traitement. Tu étais en phase terminale, autrement dit, pour eux autres. Oui. Il n'y a plus aucun espoir. Non. Okay. J'ai été malade pendant une bonne année, 2 ans même. J'avais un arthrite rhumatoïde dans mes genoux. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça twiste les jointures puis ça lise des frites.
Quand que le médecin, il toucherait à ma jambe, il sentirait plein de morceaux d'os qui avaient comme effrité. OK. Et que tu pouvais les bouger, les sentir. La cape de genou, il déplaçait. Tournait sur le côté carrément. Tournait sur le côté carrément. Le pied qui était toujours tourné pour aller dans une autre direction. Les orteils qui se coinçaient. C'était vraiment pas drôle. Je voyais mes enfants jouer, puis je n'étais jamais capable de rien faire avec eux autres. Même quand on marchait au magasin, tu sais, ma pleuvière, elle m'attendait toujours pour que je sois laissé en arrière, parce qu'elle savait que c'était très difficile pour moi pour avancer. Papa. Oui. Et là, tu as cette maladie-là. Tu sais que ta vie est comptée en jours, peut-être en semaines. fini. Oui, exactement. Maintenant, tu dois te dire en dedans de toi-même, bon, je sais pourquoi je suis là. J'ai le passé qui vient avec, donc à quelque part, tu savais, il n'y avait pas de surprise. Tu disais, écoute, j'ai essayé de me suicider. Enfin, la solution m'est apportée. Mais d'un autre côté, tu es marié, tu as une femme qui t'aime pour quitter, les enfants t'aiment pour quitter, et ces gens-là te jugent pas. Il y a un espoir qui est là quand même. Comment est-ce que tu te sens là-dedans? Honte. Honte que j'étais pas le meilleur père, meilleur mari. Honte que j'étais pas le meilleur fils. Tu sais, je m'aimais pas. Au point que j'étais découragé, genre échec et mat. Et une bonne soirée. J'avais essayé plein de choses pour essayer de guérir. Pour commencer, j'avais visité plein de différentes églises. J'ai eu des impositions des mains. J'ai été voir plusieurs différentes branches. Des religions. De religions, même des évangélistes télévisés. Tout ce que j'aurais pu trouver. J'espérais que Dieu il me sauve ou... As-tu eu du succès? Pas avec ça, Pas non. du tout, OK. Non, jusqu'au point qu'une bonne journée, j'étais tanné de voir le mal que ça faisait à mes enfants de me voir dans l'état que j'étais. Oui. Ils pleuraient souvent, puis je savais qu'ils priaient que je guéris, puis tout. Puis je trouvais que c'était pas juste pour eux d'être obligés de vivre quelque chose pareil. Donc, une bonne soirée, je m'ai mis toute seule dans ma chambre. Et j'ai prié en regardant en l'air. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais un petit agneau qui se croyait être un loup. Mm-hmm. Que j'avais parti, que un jour j'avais rendu compte que moi j'étais un agneau, mais que les loups, ils savaient que j'étais pas un loup, qu'ils savaient qui j'étais. J'ai dit, Dieu, chaque mat, j'ai dit, toute la mal que j'ai dans ma vie, toutes les souffrances, c'est moi qui les ai cherchées, j'ai couru après. Je mérite la maladie, j'ai eu, je sais, je l'accepte, et je te remercie même parce que ça m'a aidé à prendre des prises de conscience profondes. Là, j'ai demandé à Dieu de m'apprendre, d'enlever ma volonté, de mettre la sienne en place. Prends ma vie, Seigneur. Oui. Oui. Utilise-moi comme ton marionnette, ton outil. Mm-hmm. Ou plutôt, dans cette prière, j'espérais qu'il me prenne. Je voulais mourir. Je voulais partir. J'étais sûr que Dieu attendrait cette prière, puis je serais mort le lendemain. C'est pas exactement qu'est-ce que Dieu voulait, par exemple. OK. J'ai réveillé le lendemain, puis mes genoux, ils n'ont pas fait de mal. J'étais capable de marcher sans boiter et ma jambe était rendue droite. J'étais quand même assez curieux, je trouvais ça bizarre. J'avais une énergie que j'avais pas sentie depuis des années parce que la petite s'était épuisée. Oui. J'ai fait des push-ups ce matin-là. Je me souviens tellement que j'étais épaté de l'énergie, de la vie que je sentais et le bonheur. J'avais une envie de lire la Bible. Une faim. Une faim. Puis ça, c'est quelque chose qui n'était pas normal chez nous. J'étais connaissant spirituel, mais j'étais pas quelqu'un qui allait lire la Bible, ni quelqu'un qui comprenait la plupart des choses qu'il lisait. Là, quand que je lisais, tout était différent. C'est comme j'ai tout de suite catché les liens entre Daniel et la Révélation pour déchiffrer l'Apocalypse. J'avais dans les paraboles de Jésus, je les comprenais pour la première fois de ma vie. J'avais une faim et un amour pour Dieu comme j'avais jamais connu, à part de quand que j'étais petit au camp d'église. C'est à ça que ça me faisait penser. Comme ce petit gars qui était emprisonné, était enfin lâché. Quand on dit qu'on devient une personne nouvelle, une nouvelle créature, un enfant de Dieu, tu sais exactement ce que ça veut dire, hein? C'était une renaissance dans Dieu, mais c'est ça que j'ai vécu parce que les voiles étaient enlevés. J'étais pas juste guéri physiquement, j'étais guéri spirituellement. Exact.
Je... Tu as passé des ténèbres à la lumière.